Laurent Alexandre, vous séquencez du génome à longueur de journée, outre Kévrin. Vous avez créé Doctissimo, vous êtes un observateur attentif de l'industrie pharmaceutique, de tout cet environnement. Vous êtes passionné par l'open data santé. Alors, quel est votre regard par rapport à tout ce qu'on a entendu? Et est-ce que cet open data santé, qu'on appelle tous de nos voeux, est un vrai relais de croissance et aussi un facteur de transparence, tel que c'est intitulé dans votre... Alors l'open data est une nécessité, on va le voir pour trois raisons, mais il ne faut pas croire que la pharma et le système de santé en général va se mettre à l'open data en 5 minutes. Quand j'ai créé Doctissimo en 2000, j'ai pu mesurer la difficulté qu'avait la pharma à sortir de ce qu'était son métier d'origine et à s'intéresser au système d'information, notamment au système d'information web. Il a fallu plus de 10 ans pour que la pharma commence à être compétente en matière de web. Et entre 2000 et 2005, tous les efforts qu'avait fait la pharma en matière de web ont très très mal marché. Elle ne s'est pas approprié le média. Pour l'open data, il va, de mon point de vue, falloir aller un peu plus vite. Il est nécessaire aujourd'hui de partager les données de santé pour 3 raisons. La première, c'est pour accélérer l'innovation. La deuxième, c'est qu'il va quand même falloir gérer la révolution du séquençage intégral du génome, c'est-à-dire de l'effondrement du coût du séquençage de l'ADN, qui va devenir un standard et qui va devenir le pivot du système de santé et qui va se banaliser à une vitesse que tous les acteurs ont complètement sous-estimée. Et l'open data est nécessaire dans cet univers-là. Puis la troisième raison pour laquelle l'open data est nécessaire, c'est que pour lever la crise de confiance dans le médicament et la pharma, il faut que les données soient transparentes, il faut que les données d'essais cliniques, il faut que les données concernant le médicament soient accessibles par tous, à tout moment, sur le web, y compris les données sources. Ça, c'est pas pour demain, ça. Ben, il va falloir. Moi, en tout cas, en tant que patient, vu ce qui s'est passé, vu les scandales sanitaires que nous avons tous en mémoire, je veux connaître les données sources quand on me prescrit un médicament. Je veux être capable de juger les essais cliniques sous une forme non agrégée. Et on a vu que même à l'intérieur de l'agence du médicament, il y avait eu quelques problèmes de transparence. Je veux être sûr que les experts à l'intérieur de l'agence du médicament n'ont pas été influencés pour des raisons plus ou moins bonnes. Et donc, quand je veux avoir les datas, quand je prends un médicament, quand je le prescris à mes enfants. Mais revenons... Mais ça existe dans quel pourcentage aujourd'hui? La majeure partie des datas n'est pas publique aujourd'hui. Voilà, 90%. Alors, mais revenons un petit peu sur l'innovation. On parle beaucoup de médecine translationnelle, de médecine personnalisée. La réalité, c'est que la pharma a 10 années extrêmement difficiles. C'est pour ça que son chiffre d'affaires baisse. L'innovation traditionnelle des années 80-90 est en panne, on le sait bien, et les modèles du futur, qui seront basés sur la personnalisation des traitements à partir des données de biologie moléculaire et des données génomiques, n'est pas encore prête. Et elle sera prête à l'horizon 2020. Cette médecine sera très complexe. Et pour séquencer de l'ADN tous les jours, je peux vous dire que nous avons des efforts considérables pour comprendre cet univers-là, pour l'apprivoiser, pour former les professionnels de santé, pour intégrer ces données de biologie moléculaire dans la pratique médicale. Et ça va être un énorme challenge. L'intégration de ces données est une nécessité, elle va être lente. Il va falloir collectivement construire des algorithmes, c'est-à-dire qu'à partir des médicaments et de nos données génomiques, il va falloir faire des choix et orienter la prescription en fonction de nos caractéristiques biologiques. Cela nécessite un énorme travail de construction d'algorithmes intelligents. Nous allons avoir beaucoup de données, notamment beaucoup de données génomiques, mais ces données ne servent à rien si nous ne sommes pas capables de les transformer en algorithmes pour choisir les thérapeutiques que nous allons donner. C'est un immense relais de croissance pour l'industrie pharmaceutique, mais pas tout de suite. Et il y a une condition, c'est que les données soient partagées, c'est que beaucoup de données soient publiques et qu'il y ait un travail collectif sur les algorithmes, ce qui suppose que la pharma ne travaille plus en silo. Car ce que l'on apprend quand on fait de la génomique, c'est qu'il y a un effacement des spécialités, un effacement des organes au profit d'une vision plus globale de la médecine qui dépasse l'organisation institutionnelle actuelle. Et la pharma n'est pas plus que les médecins préparés à cet effacement des frontières entre les différentes spécialités. Ce phénomène va être d'autant plus important, c'est que la révolution génomique ne peut pas être gérée si on n'est pas en open data. Alors bien sûr, les données individuelles doivent être protégées
et je n'ai pas envie que mes données génomiques personnelles se retrouvent sur Facebook, bien évidemment. Mais les données anonymisées doivent être publiques. C'est une nécessité pour gérer au mieux toutes les données qui vont être issues du séquençage intégral de l'ADN. Comme vous le savez, ce qui semblait il y a 20 ans impensable, c'est-à-dire d'être capable de séquencer les 3 milliards de paires de bases de notre ADN, est en train de devenir une banalité. En 1990, les généticiens avaient dit « on ne pourra jamais séquencer les 3 milliards de paires de bases d'un être humain ». Au bout de 13 ans d'efforts, 3 milliards de dollars et 25 000 chercheurs impliqués, on a réussi à séquencer un individu en 2003. Depuis, l'histoire s'est accélérée. On est en train de séquencer le millionième individu sur Terre et nous allons tous être séquencés. Vous serez tous séquencés d'ici 2020 dans cette salle. Ça va générer une montagne de données. C'est un vrai data déluge, c'est une vraie tempête digitale. Cela représente pour chacun d'entre nous 10 000 gigaoctets de données. Cela va nécessiter de former les médecins, de réorganiser la façon dont on réfléchit autour des patients. Cela va se faire progressivement. Nous ne pouvons pas former à la génomique les médecins en 6 mois. Il va falloir des années et des années. Il y a un énorme bottleneck chez les médecins, mais aussi dans la pharma, parce que la réalité, c'est que la pharma ne comprend pas bien la génomique non plus, parce que c'est une science nouvelle, et que collectivement, nous allons avoir besoin de plusieurs années pour nous y mettre. Ce déluge de données ne peut être constitué que de données publiques. Les données génomiques n'ont aucun intérêt si on n'a pas les données des autres. C'est-à-dire de connaître mon génome, si je n'ai pas toutes les données des autres personnes qui ont été séquencées avant moi, n'a aucun intérêt, parce que je ne pourrais pas savoir à quoi correspondent les variants dont je suis, des variants génétiques qui me touchent. Et c'est la raison pour laquelle les données génomiques sont principalement des données publiques, dans des bases de données, toutes aux États-Unis, ou quasiment toutes aux États-Unis, DBSNP, Cosmic, Ensemble. Ce sont des noms qui ne vous sont pas familiers, mais qu'ils deviendront rapidement si vous ne voulez pas être dépassé dans cette médecine personnalisée de demain. Donc, l'accélération technologique rend l'open data encore plus nécessaire. Et de plus en plus, nous voyons que les bases de données génomiques sont des bases de données publiques. Le dernier point qui rend, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, qui rend nécessaire l'open data, c'est le besoin de transparence. La reconquête de l'opinion suppose que nous soyons exemplaires. Nous ne pouvons pas refaire ce que nous avons fait depuis 15 ans. Des scandales, il n'y en a pas eu 1000, il y en a eu un petit peu, très médiatiques, qui étaient inacceptables. Qu'en tant que praticiens, en tant qu'industriels du médicament, nous n'aurions pas dû accepter. Et ces scandales n'auraient pas eu lieu si les données avaient été publiques, si les données des essais cliniques avaient été publiques, si nous avions su ce qu'il se passait à l'intérieur de l'agence du médicament, cela ne serait pas arrivé. L'open data est une protection contre la reproduction de ces scandales qui minent la confiance dans le système de santé, dans votre industrie, dans le travail que nous, professionnels de santé, nous développons auprès des patients. Merci Alexandre. Juste un dernier mot. Il n'y aura pas de CGDIM du gène, il n'y aura pas de CGDIM des données moléculaires. Nous sommes forcément sur des données ouvertes, sur des données collectives, et c'est une nécessité pour tout le monde, pour les patients, mais aussi pour la pharma, car si les données sont publiques, la pharma ne pourra pas développer les algorithmes qui lui permettront demain de développer la médecine personnalisée. Merci Laurent.